Bienvenue à tous pour cette masterclass sur la réussite, comment réussir ces refontes logicielles. Donc, avec Eric Dupuy-Lollier. Donc, Eric, tu es coach agile. Oui, coach agile, agile master, avec après une longue carrière de dev et de chef de projet. Alors, je me présente, je m'appelle Mickaël Ruot et je suis spécialiste du redressement de projet. Donc, aujourd'hui, on va parler des refontes logicielles. Pourquoi? Eh bien, j'avais eu l'occasion de parler de la malédiction de la V2, comment les éditeurs SaaS, parfois, se trompent dans leur refonte logicielle et perdent de l'argent. Il y en a même que ça met en difficulté sérieuse, hein, ça remet en cause l'existence de l'entreprise. Eric, tu avais préparé un petit support. Donc, on va se retrouver pendant 20 minutes dans la partie gratuite de cette masterclass. Puis on passera dans la version premium. On est accompagné de Samuel Motion, qui pourra de temps en temps, quand il le souhaite, nous poser des questions et intervenir. Samuel fait partie, comme nous, de l'Agence des risques, qui est un collectif donc, de spécialistes du redressement de projet et des redressements logiciels, qui inclut aussi bien la partie process, produit, que la partie technique. Donc, c'est une due diligence globale que ce collectif est capable de réaliser. Et puis, en dehors de la due diligence, simplement l'accompagnement des SaaS qui souhaitent être aidés pour progresser. Hello. OK. Donc, du coup, on avait prévu, nous, déjà sur cette masterclass, en fait, de se concentrer sur les SaaS. Donc, ça, c'était une précision. Donc, du coup, Mickaël, est-ce qu'on se ferait pas un Big Bang, en fait, pour cette refonte logicielle? Excellente idée pour couler la boîte. Oui, c'est notre but. Ça, c'est en fait 9 fois sur 10, ça se termine mal. C'est l'idée naïve qu'ont un certain nombre de directeurs techniques. On ne peut pas leur en vouloir parce que leur métier n'est pas de faire des refontes. Leur métier est de travailler au quotidien pour faire avancer le logiciel. Et les refontes, elles n'arrivent pas si fréquemment que ça dans la vie d'un logiciel. Quand est-ce qu'on fait une refonte, Eric? Il y a plusieurs raisons, en fait. Soit pour des raisons de coût, soit pour des raisons de produit, soit pour des raisons techniques. Donc, typiquement, en fait, pour des raisons de coût, ça va être justement parce que c'est cette dette technique c'est vrai on l'a pas encore évoqué, mais quand on a une dette technique qui pèse un peu, on va avoir des coûts de maintenance qui, au final, vont coûter le coût d'une refonte. Sauf que, comme on n'a pas fait la refonte, ces coûts ne s'arrêtent pas là et ils continuent. Donc, l'idée, c'est que personne ose toucher au code, en fait. Il faut absolument faire appel à l'expert. Souvent, c'est le CTO qui reste hands-on et qui vient continuer à faire les parties sensibles pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou corriger certains bugs. Ouais, après, c'est surtout qu'il y a un manque de courage de prendre la décision de faire cette refonte qui est effectivement une décision assez lourde, quand même. Voilà. Alors, c'est humain. Il n'y a pas de jugement quand on parle d'un manque de courage ou du fait que les gens ne prennent pas la décision. C'est très difficile de lutter contre la dette technique et l'entropie du logiciel. Choisir de faire une refonte, c'est choisir de ne pas ajouter de nouvelles fonctionnalités, donc potentiellement de priver l'entreprise de recettes. Et donc, comme on envisage naïvement que ça ne peut se faire, résoudre la dette technique, qu'en faisant un chantier d'épuration de la dette technique, on se dit qu'on ne va pas pouvoir faire les deux en même temps, améliorer la qualité du code, la base du code, et produire de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, premier aspect, tu disais le coût. Deuxième aspect? Le deuxième aspect, le produit. Le produit, ou en fait, le produit qu'on veut, ou en tout cas qu'on pense correspondre au client qu'on adresse, en fait, ne correspond pas ou est très loin, en tout cas, de ce qu'on a actuellement. Et
Et en fait, que ce soit le coût ou la réorientation du produit, on peut se dire que c'est un peu comme une maison où il y a un moment donné où le coût des travaux va être plus élevé que de refaire une maison. Ben ça, c'est à la fois en termes de coûts financiers de ce que ça coûte, que de non de déviation par rapport au produit qu'on souhaite. Très bien. Donc ça, effectivement, c'est lorsqu'on a eu un pivot, par exemple, typiquement. On change d'orientation marché, de positionnement marché. On peut même changer de client cible. Et du coup, on a un produit qui adressait un besoin, mais sur lequel on n'a pas trouvé de débouché viable ou pas assez de clients potentiels. Ou alors, on a découvert en cours de route une autre niche ou une autre façon de vendre et d'autres clients potentiels qui, eux, représentent un gisement de valeur pour l'entreprise. Donc, on décide de les adresser. Pour faire ça, on doit choisir entre jeter son ancien logiciel et créer un nouveau logiciel adapté à ce marché, ou garder l'ancien logiciel et essayer d'adapter à ce nouveau marché. Et d'ailleurs, c'est souvent par là qu'on commence. Et quand on en voit les limites, c'est là où on se dit que il serait intéressant de repartir sur de bonnes bases maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, et donc d'enlever tout le feature creep, donc le scope inutile, les fonctionnalités inutiles qu'on a embarquées dans le produit, restreindre le scope, le refocaliser sur ce nouveau marché. Troisième raison souvent qui amène à décider d'une refonte. C'est les raisons techniques. Quand on perd en faire, soit en cas de composants obsolètes, enfin de choses, de technologies qu'on utilisait qui ne sont plus maintenues et qui donc on crée un risque si on se maintient sur ces technologies, soit tout simplement, moi je l'ai déjà vécu, on perd en fait la maîtrise de la solution. Les personnes qui l'ont créé techniquement ne sont plus là et on perd en fait la compréhension du code et on est bien obligé en fait de refondre pour retrouver une association solution et technique qu'on maîtrise. D'accord. Donc ça, effectivement, j'ai vécu ces trois cas. Donc, les problèmes de changement de personnel, donc les problèmes de maîtrise du code qu'on n'a plus, les problèmes de nouveaux positionnements marché, donc les problèmes qui tournent autour du produit et de ses fonctionnalités. Et puis, le premier type de problème, on en parlait, qui était plus lié à l'accumulation de dettes techniques et donc au coût de l'évolution et de la maintenance du logiciel. Donc, toi, tu as vécu, tu disais donc le troisième cas, d'autres cas aussi. Euh, oui, Je te enfin, laisse réfléchir et pendant ce temps, je vais parler d'un cas que j'ai vécu, qui est particulièrement dramatique. Euh, Samuel, je démarre et puis ensuite, évidemment, on te passe la main, tu es dans la file d'attente. Donc, vous connaissez peut-être le logiciel Octave. Octave, c'est un SaaS, enfin c'était malheureusement un SaaS, un ERP donc omnicanal, c'est-à-dire qu'il faisait à la fois logiciel de caisse, site web d'e-commerce et ERP global qui gère l'activité typiquement dans le retail. On sait tous, enfin beaucoup de gens sont au courant que Octave a connu des difficultés, il a été victime d'une cyberattaque et pendant plusieurs semaines, il n'a pas pu remonter sa production. Ce qui a entraîné des difficultés chez les clients d'Octave et finalement, l'entreprise Octave a dû fermer ses portes. Ça s'est produit pas longtemps après le rachat d'Octave par un groupe canadien. Donc là, on a un effet assez typique, rachat, baisse des effectifs pour se concentrer sur la rentabilité du logiciel. Euh, le, le, euh, J'ai accueilli quelqu'un, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à suivre. Bienvenue Denis, on continue et on te fera volontiers une place autour de cette table ronde. Le, donc, première chose, donc, baisse des effectifs. Avant ça, une des techniques fortes que l'entreprise avait tenté de combler en procédant justement à un Big Bang. Donc, l'entreprise a souscrit un emprunt pour financer une deuxième équipe qui, elle, devait travailler sur une V2 du logiciel. Rapidement,
au début, les progrès étaient rapides, et puis rapidement, cette équipe s'est heurtée à un mur, en fait. Elle s'est aperçue que pour reconstruire l'intégralité du logiciel, elle embarquait de la complexité, et notamment parce que le socle technique d'Octave était en Visual Basic 6. Donc là, on retrouve nos problèmes, le troisième type de problème dont tu parlais, Eric, en fait, hein, qui est donc on retrouve les problèmes 1 et 3. Troisième type de problème, qui est donc un socle technique qu'on est obligé de faire évoluer. Et donc, Octave a été victime de l'ensemble de ces difficultés, et évidemment affaibli par cet emprunt bancaire qu'il fallait rembourser alors qu'on n'avait pas nécessairement de nouvelles sources de revenus. Ça, c'est cette fameuse malédiction de la V2, dont j'ai pu parler, par exemple, lors des Human Talk. Vous m'entendez souvent en parler. Donc, c'est un effet de ciseau, un effet de cisaillement sur l'entreprise. Il devient très difficile pour elle, en fait, de survivre. Non pas qu'elle n'ait pas de nouveaux clients, mais parce qu'en fait, chaque client qu'elle maintient dans ses clients historiques lui coûte de l'argent. Donc là, il y a un problème de modèle économique. Samuel, tu voulais nous partager ton expérience aussi. Oui, en fait, il y a aussi pour moi un point, et je le vois sur des audits et des précos, justement, je travaille pas mal sur ce genre de choses en Indus, c'est les recrutements. Alors, ça rejoint un petit peu ce que disait Eric sur les stacks. Alors, quand on parle de recrutement, il y a aussi le fait c'est là, si on prend du VB6 chez Octave, moi, je travaille beaucoup, effectivement, sur les technologies .NET, et recruter des développeurs sur des anciennes technos qui ont plus de 10 ans, c'est pas sexy, ça coûte cher. Ça coûte cher au recrutement, ça coûte cher à maintenir, ça coûte cher à beaucoup de choses. Et prendre des solutions qui sont assez, comment dire, custom, c'est aussi un risque. Remonté par mon VASP, je ne sais plus lequel que c'est, mais je crois que c'est un risque de design, donc je crois que c'est le 6 de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir qu'il faut garder à l'esprit quand on construit une stack. C'est pas parce que la stack est super sexy qu'on va pouvoir recruter quelqu'un, non pas dans les 6 mois, mais qu'est-ce qui se passe quand un facteur bus arrive et que on a déjà qu'on a déjà des facteurs bus, donc ça c'est aussi à notre risque. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un archi et quand on a, je sais pas, un dev et un infra qui sont malades et qui sont pas là, comment on peut se retourner? Très bien, on va faire une petite explication sur les termes que tu as utilisés, Samuel. Donc, Samuel est un développeur senior sur la stack Microsoft.NET. Donc, ce que tu évoques, Samuel, c'est typiquement ce qui s'est passé aussi chez Octave. C'est une des nombreuses facettes du problème qu'a rencontré Octave, et c'est un problème très typique des SaaS. Les gens chez Octave n'étaient pas de mauvaise foi, ils n'étaient pas incroyablement mauvais techniquement ou autre. L'enjeu n'est pas autour de la technique pure. On va définir deux termes. Tu as parlé de OWASP et tu as parlé du bus factor. Donc, oui. l'OWASP Top 10, c'est en fait un top des vulnérabilités qu'on rencontre généralement dans les applications. Donc, c'est un outil qui guide les spécialistes de la cybersécurité, mais aussi les développeurs pour faire des applications qui résistent aux attaques. Maintenant, le bus factor, c'est un concept qui vient de la Silicon Valley, où en fait, on va se poser la question de se dire, est-ce qu'il y a des gens irremplaçables dans mon équipe, et qu'est-ce qu'il se passe si ces personnes quittent l'entreprise? Le bus factor, l'idée, c'est qu'en fait, on va écraser les gens qui traversent. Donc, si ces personnes quittent l'entreprise, si elles décident de... J'ai accepté la personne qui rentrait, mais visiblement, ça ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe si ces personnes quittent l'entreprise? Si effectivement, comme tu disais, elles tombent malades, et l'image du bus factor, c'est l'idée qu'un bus va écraser ces membres de l'équipe alors qu'ils tentent de traverser un passage piéton. Bienvenue Rachid, on aura l'occasion de vous donner la parole. Eric, avant qu'on passe à Denis, qui aura sans doute des choses intéressantes à nous dire justement sur le redressement de projet, puisque Denis a monté un outil qui s'appelle Yes Project, qui permet de faire du diagnostic de projet, à un coût d'ailleurs extrêmement intéressant. On peut dire que c'est vraiment, je pense,
le premier pas à faire, avant même d'aller voir des spécialistes comme moi et de dépenser beaucoup d'argent, faites déjà un auto-diagnostic. Yes Project permet de le faire à un coût vraiment dérisoire et ça vous permettra de venir avec une idée claire sur les choses. Ça mâche le travail pour faire venir un spécialiste après. Eric, donc tu voulais nous parler des cas 1 et 2 que tu as peut-être vécu également. Donc 1, 2, 3 cas qui amènent à une décision de faire une refonte. Premier cas, trop de dettes techniques, donc le coût de maintenance et d'évolution du logiciel devient trop cher. Deuxième cas, donc on se repositionne, on a besoin de retravailler le produit. Et puis troisième cas, là, on est... Alors aide-moi Eric, parce que j'ai pas mal de documents sur les yeux. Composants obsolètes. Voilà, on est victime d'obsolescence logicielle, là carrément, c'est plus juste de la dette technique. Il faut distinguer le legacy, la dette technique et effectivement l'obsolescence logicielle. Là, on est contraint par des circonstances extérieures de changer les composants techniques sur lesquels s'appuyait notre application. Donc tu disais que tu avais vécu le cas numéro 3 et tu voulais nous parler d'autres cas qui correspondaient plutôt au 1 ou 2. Oui, alors le premier cas, ça va être un peu obsolescence et maintenance, enfin, peut-être plutôt maintenance. Je vais avoir les deux. Il y a un premier cas où, en fait, j'étais chez un ESN qui gérait le SI d'opérateurs télécoms. En fait, on peut le dire, c'était quand la Poste Mobile, en fait, a lancé son service. Et en fait, le SN avait une solution qu'elle avait déjà proposée à qu'elle avait déjà utilisée à plusieurs clients et qui, à chaque client, en fait, a été adaptée. Et en fait, on avait un module de provisioning qui faisait des choses extrêmement complexes et avec des outils liés aux télécoms bien spécifiques. Et en fait, on en a complètement perdu. On avait déjà le problème de dette technique, parce que on peut perdre la maîtrise, mais si ça va bien, on peut continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Sauf que là, effectivement, on avait régulièrement des anomalies, ça nous coûtait régulièrement du temps d'intervention qui n'était évidemment pas payé par le client. Et donc, en fait, on n'avait plus les personnes qui avaient conçu ce module et c'était extrêmement obscur. Donc, si on avait voulu vraiment le corriger, il aurait fallu passer par un coût énorme d'exploration, de réapprentissage du code, de documentation, de commentage, etc. Et donc là, en fait, il a fallu effectivement faire une refonte complète. Alors, pour le coup, c'était en Big Bang. Mais après, bon, l'opérateur était gros et oui, la poste mobile quand même, et puis le SN aussi. Donc là, pour le coup, le Big Bang n'a pas posé problème. Et j'ai connu un autre cas, effectivement, où là, c'était des produits finis, mais en fait, les éditeurs, effectivement, mettaient fin à leur solution et il y avait la nécessité de remplacer la solution. Et en fait, le développement n'a pas été fait avec l'éditeur. Enfin, l'essentiel était déjà fait, mais quand même, le client, c'était Sanofi. Ils étaient numéro 1 au CAC 40, hein, ça aide évidemment pour avoir de la pression sur l'éditeur, à redesigner en fait une bonne partie du produit. Et donc là, effectivement, il y a... c'était sur de la comptabilité, de la fiscalité, donc il y a des normes, il y a des obligations légales. Il n'y a pas trop le choix d'attendre. Exactement. On peut avoir aussi des contraintes réglementaires qui obligent à changer, et parfois de façon drastique, la solution. Rachid, je vais passer la main à Denis, puis ce sera votre tour si vous souhaitez intervenir. Donc, on est dans l'introduction, donc dans la partie gratuite de cette masterclass que vous allez pouvoir visionner gratuitement et autant de fois que vous voulez. Puis ensuite, après avoir passé la main à Denis et à Rachid, on passera à la seconde partie. Donc, on vient de poser le cadre avec les deux options qui s'offrent lorsqu'on est confronté à un de ces trois problèmes. Est-ce qu'on fait une refonte en mode Big Bang? On reprend tout de zéro. On a vu des cas qui ont échoué, des cas qui ont réussi. On a donc des cas clients qu'on vous a présentés. On va ensuite rentrer plus dans le détail sur ce qu'on peut faire en termes de solutions. Donc, choisir entre Big Bang,
ou refonte progressive, ce qu'on appelle le refactoring. Et donc, comment réussir l'un ou l'autre avec des cas concrets d'entreprises de toute taille qui ont réussi ou échoué et les raisons pour lesquelles ils ont réussi ou échoué. Denis, Yes Project, ça fait quoi? Alors, je vais donner un exemple. Bonjour à tous d'abord, pardon. Je vais donner un exemple qui soit corrélant avec le sujet. Nous, on avait un cas qui était similaire à ce que disait Monsieur Dupuy-Lolier. Pauvre Eric. Eric. Change de nom, Eric, fais quelque chose de plus simple. Eric, ouais, je Voilà, pense. Eric. Bon. On avait une boîte canadienne, donc nord-américaine, qui rayonnait sur pas mal de pays dans le monde, une cinquantaine de pays. On avait une version logicielle qui marchait très bien en France. Au Canada, ils avaient une approche marché qui se voulait un peu différente. Et donc, ils ont décidé de mettre en sommeil la version qu'on utilisait qui se vendait très, très bien en France. Donc ça, c'était la version soft. Ils ont dit, bah voilà, on ne va plus faire de mise à jour majeure, on va juste faire des mises à jour mineures. C'était sur une version on-premise. Mais c'était une plateforme, donc on aurait très bien pu adopter la version SaaS, mais il fallait tout redévelopper. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, mais sur l'autre logiciel. Bon, quoi qu'il en soit, cette notion de mettre d'un côté en sommeil et redévelopper l'autre, ça a coûté une fortune à l'organisation. Mais ce qui a fait planter le projet, c'est pas forcément l'argent, parce que l'argent, on arrive à le trouver, on met à la pression commerciaux, puis on trouve d'autres clients. C'est surtout la mentalité des équipes en interne qui n'étaient pas prêtes à faire cette coupure brutale. Et en fait, on peut prendre une décision très logique, très rationnelle de dire, bon, bah, on va faire un remaniement complet. Tu appelles ça comment, Michael? Une refonte. Une refonte totale. Un Big Bang. Un Big Bang, sauf que le problème que les entreprises parfois n'anticipent pas, c'est le mindset des équipes. Est-ce qu'elles ont déjà fait ce genre de projet en mode Big Bang? Est-ce qu'elles ont déjà cette culture? Est-ce qu'elles ont déjà parfois on fait un Big Bang en mode en V, parfois on fait un Big Bang en mode agile. Donc est-ce qu'on a la culture en interne? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a le rituel? Et c'est ça que fait Yes Project, c'est qu'il ne va pas être plus malin que les PPM ou les systèmes qui vont gérer les projets. Mais là où il va être malin, c'est qu'on va poser un certain nombre de questions qui vont évaluer la maturité de l'équipe métier, de l'équipe IT, de l'équipe financière, des sous-traitants. Et bon, alors, ça va détecter un problème à gauche, à droite que n'importe qui aurait pu détecter dans un fichier Excel. Et c'est ce que font 99,999% des sociétés qu'on adresse. Mais ce que ne fait pas un fichier Excel et ce que fait Yes Project, c'est qu'il va cumuler les facteurs de dérive, calculer les facteurs aggravants et vous restituer un compte rendu. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas trop de succès avec cette application parce qu'il fallait des API pour se reconnecter au PPM. Aujourd'hui, avec les agents d'IA, on peut très bien, avec une clé API, très bien se connecter et injecter le compte rendu, les informations du compte rendu dans vos PPM. Et ça vous dit clairement, à tel endroit ou à tel moment, votre projet, c'est clair qu'il va prendre du retard ou c'est évident qu'on va avoir un dépassement de budget pour telle et telle cause. Super. Donc là, on est dans une approche proactive, là où j'ai plutôt tendance à intervenir en mode un peu pompier, faire le diagnostic rapide, puis vous aider, si vous le souhaitez, à mettre en œuvre le plan d'action que je vous livre à l'issue du diagnostic. Donc le plan diagnostic vous rend autonome, je ne prends jamais la main sur vous, il faut me considérer comme un copilote, comme le capitaine d'un navire. Quand il va passer dans un endroit un petit peu délicat, un copilote monte à bord, le copilote ne devient pas le capitaine du navire, le capitaine reste à la barre, décisionnaire. Le copilote, lui, il connaît cet endroit, il le pratique tous les jours, et donc il va guider le capitaine pour lui assurer toutes les chances de succès. Voilà. Mais si le capitaine a une bonne carte avec le chemin tracé, il est assez grand pour suivre le chemin tracé, et donc c'est ce qu'on fait ensemble, ce chemin tracé. Donc vous voyez comment les choses s'articulent. Effectivement, a posteriori, ça paraît souvent facile de dire « Oh, c'était évident que ça allait mal se passer ». Ce n'est pas que les gens qui font de l'IT ne sont pas compétents, c'est que tout ça, c'est extrêmement complexe. On parle bien de systèmes socio-techniques. Donc, ça embarque aussi bien de l'aspect technique que de l'aspect process, produit, marché. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une équipe pluridisciplinaire pour vous aider à adresser l'ensemble de ces sujets avec un œil neuf
de personnes qui, elles, ont l'habitude de jouer les copilotes dans ces passages délicats pour les entreprises. Rachid, bienvenue. Tu voulais faire une pause, Michael, ou... On va faire une pause. Bonjour à tous. Bonjour Rachid, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bonjour, c'est Rachid Barodi, je suis un architecte IT où j'interviens en tant que consultant dans l'évolution et aussi des refontes des systèmes d'information chez les clients, notamment sur le cloud. Et auparavant, effectivement, j'ai eu 2 expériences de refonte où on avait, sur la première expérience, mis en place une Bing Bang et basculer complètement une solution vers le cloud. Effectivement, le mindset, c'est très important dans ces contextes-là. Il y a toujours des complexités avec les équipes qui sont en place depuis longtemps. Mais moi, je les accompagne justement pour simplifier un petit peu cette passation, pour faire évoluer aussi un petit peu la méthode qui est en place, parce que généralement, ça reste encore aujourd'hui dans des structures où on travaille toujours en méthode en V et qui n'est pas du tout généralement adapté par rapport aux solutions qui sont sur le cloud et aussi aux exigences des équipes métiers. Donc, j'interviens dans ces différents contextes, à la fois technologie et méthodo. D'accord. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une sorte de mode de l'agilité qui d'ailleurs est souvent mal mise en œuvre, et ce qui explique qu'on continue de rater encore 70% des projets. L'agilité, est-ce que c'est la solution à tout? Non. D'ailleurs, lorsqu'on intervient, que ce soit Denis, moi, et Rachid, je pense que c'est aussi ça, on ne va pas contre la culture. Et dans mon cas, sur un redressement rapide, je ne vais pas vous demander de changer de méthode. On va avoir dans votre méthode ce qui demande à être amélioré. Mais là, Rachid gère des transitions vers le cloud. Et là, ce sont des gros chantiers et qui nécessitent effectivement une culture différente pour réussir. Donc, je vous propose qu'on passe sur la seconde partie de cette masterclass. Donc, je vais couper l'enregistrement et on va se retrouver de l'autre côté avec pour la partie payante, parce qu'il faut bien vivre, ma bonne dame. Voilà. Mais on va vous donner pas mal de valeur. On va vous donner donc un e-book complet qui reprend l'ensemble des cas qu'on a évoqués et même encore d'autres, avec des conseils pratiques, concrets, techniques sur comment vous y prendre en tant que CTO.